Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité, la variole du singe. On en parle ce soir. L'urgence sanitaire est déclenchée. Nous parlons d'épidémie. Au 24 août 2024, quelques chiffres. Abobo-Ouest, 1 cas. Yopougon-Est, 1 cas. Yopougon-Ouest, 1 cas. Cocody-Bingerville, 3 cas. Koumassi, 1 cas. Malheureusement, le patient est décédé. Yamoussoukro, 1 cas. Daoukro, 1 cas. Kani, 1 cas. Danane, 1 cas. Meyagi, 1 cas. Dianra, 9 cas. Bouna, 1 cas. Sakassou, 4 cas. Tabou, 1 cas. Et ça fait l'actualité. Un élément de reportage signé Konesiaka et juste après, nous recevrons sur notre plateau notre invité ressource. Le mpox sous la variole du singe, une réalité en Côte d'Ivoire. L'on dénombre à ce jour 32 cas confirmés, 1 décès, 6 guéris et 272 cas en observation. Les autorités ivoiriennes mettent tout en œuvre pour relayer l'alerte maximale donnée par les institutions internationales. D'entrée, un décret largement publié interdit désormais la consommation de la viande de brousse en Côte d'Ivoire. Mieux, la proscription de la détention de certains animaux domestiques comme les singes et les rongeurs. Les agents des eaux et forêts sont à pied d'œuvre en vue d'exécuter à la lettre cette décision du gouvernement. L'État ivoirien va plus loin. Un comité de veille et un comité technique au centre des opérations d'urgence de santé publique sont en place. Le comité de veille est présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité technique est dirigé par le directeur général de la Santé. Le comité technique, bras opérationnel du comité de veille, est représenté à travers le pays par des centres régionaux des opérations d'urgence sous la supervision du préfet. Objectif, sensibiliser et aussi détecter les cas suspects et les personnes en contact avec les sujets malades. Pour les autorités ivoiriennes, la situation est moins alarmante. Il suffit d'observer avec rigueur les consignes du gouvernement. Nous recevons le professeur Ekra Kouadio Daniel. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général de l'INHP, qui est donc l'Institut national d'hygiène publique, et vous êtes également le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'élément de reportage, quel est votre sentiment? On a l'impression qu'on est à la fois, la situation est d'urgence, mais en même temps, on a le sentiment que la situation n'est pas alarmante. Dites-nous, quel est votre ressenti? Bien, ici, ce que on nous présente ici dans l'élément, c'est la situation que nous avons en Côte d'Ivoire. Et les chiffres ont été donnés par M. le ministre de la Santé lui-même le samedi dernier. Donc, nous avons 32 cas. Oui. Mais il faut savoir que les cas évoluent. Les premiers cas que nous avons eus, c'est depuis le début du mois de juillet. Et donc, ensuite, nous avons eu des cas les semaines qui ont suivi et nous avons 32 cas aujourd'hui. C'est une maladie qui n'existait pas, qu'on notifiait pas de façon régulière. Donc, avoir 32 cas en un mois et demi, c'est quand même important. Et pour nous, on déclare cela comme une épidémie et une urgence de santé publique internationale. La situation, elle est la même dans certains pays, notamment la RDC par exemple, où il y a beaucoup de cas qui sont notifiés. Des pays voisins commencent à notifier des cas. Donc l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale à travers tout le monde entier. Alors quel est l'historique de cette maladie, la variole du singe? D'où est-ce qu'elle vient? Voilà. Il y a d'abord la variole humaine et qui est connue, qui a fait l'objet d'une lutte acharnée avec la vaccination et donc qui a été éradiquée en 1980. Et dans les années 78, il y a eu dans une colonie de singes au Danemark où on a constaté cette variole-là chez des singes, d'où le nom est parti de variole du singe. Mais c'est que lorsque le singe est en contact avec le virus, il va donc faire la maladie. Et dans la surveillance épidémiologique, des cas ont été notifiés à RDC, les premiers cas en 1970, et ensuite en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria, ainsi de suite. D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux en Afrique? On a bien compris qu'il y a en Afrique centrale, il y a un nœud quand même là-bas important. Mais quel est l'état des lieux en Afrique et puis dans le monde actuellement?
Voilà, le foyer principal aujourd'hui et qui fait craindre vraiment la diffusion de la maladie, c'est celui de la RDC. Voilà, donc il y a plus de 16 000 cas, plus de 500 décès. Et donc, 16 000 cas. Voilà, donc la maladie est mortelle et donc il faut prendre des dispositions. Il y a la possibilité aussi de s'infecter à partir de ce foyer, de l'importer dans d'autres pays et constituer des foyers secondaires dans ces pays. Voilà, donc c'est pour cela que l'urgence de santé publique a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Alors, 32 cas en Côte d'Ivoire, donc malheureusement un décès, on va dire en l'espace de 1 mois. Ou un peu plus. Non, le premier cas a été détecté le 2 juillet, donc plus d'1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi. Voilà. Est-ce que cette proportion à l'augmentation est alarmante ou c'est dans une proportion logique? Pour nous, épidémiologistes, on pense que c'est une proportion logique. Certainement que des cas existaient dans la communauté et qui n'étaient pas déclarés. Mais depuis l'annonce, la déclaration par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, on a aussi donné les symptômes et donc invité tout le monde à consulter dans les centres de santé. Donc c'est sûr qu'en améliorant, renforçant la surveillance épidémiologique, on va détecter un peu plus de cas. Voilà. Mais ça va durer peut-être 1-2 mois et ensuite on verra baisser certainement le nombre de cas si on a réussi à maîtriser et à contenir la maladie autour des quelques cas que nous avons actuellement. D'accord. Alors, cette maladie, si vous deviez la décrire, qu'est-ce que vous nous diriez? Bon, la variole du singe est une maladie virale, une maladie infectieuse. Et donc, quand on dit virale, ça veut dire qu'il y a un virus. Il y a un virus. C'est un virus qu'on appelle Mpox, ce virus-là qui va donc transmettre la maladie. Et ce virus, en fait, on le trouve chez les rongeurs, c'est les animaux, les rongeurs, notamment écureuils, rats. Et c'est lorsqu'on rentre en contact, les premières personnes rentrent en contact avec ce virus qu'elles vont se contaminer. Voilà. Mais ensuite, une fois qu'on est contaminé, on a la possibilité aussi, par contact avec les personnes non infectées, donc de transmettre la maladie. Alors, et quels sont les signes visibles de cette maladie? On a vu qu'il y a des pustules sur tout le corps. Oui. Bon, d'abord, la maladie va se manifester, va évoluer en 2 phases. La première phase, ça c'est un peu... les signes ne sont pas trop différents de ce que nous avons dans certaines maladies infectieuses, notamment la fièvre, nous avons les maux de tête, les douleurs musculaires. On a une augmentation, par exemple, des ganglions qui deviennent douloureux. Et ça, c'est la première phase. À cette phase, le patient peut consulter, mais on peut ne pas pouvoir faire le diagnostic. Et quelques jours après, le malade va présenter des éruptions cutanées, notamment des boutons. Voilà, des boutons, des plaques, ensuite des vésicules où il y a un peu contenant de l'eau. Et l'évolution va se faire vers aussi ce qu'on appelle des pustules, c'est-à-dire contenir de pus, et après s'assécher pour devenir des croûtes. Voici un peu la manifestation. Et généralement, c'est surtout le corps ou en fonction de la personne? En fait, ça commence par la tête et après, on les a sur tout le corps et on peut même les avoir dans la paume et au niveau de la plante des pieds. Dans la paume, donc c'est vraiment handicapant. Au-delà de l'aspect physique de la douleur, c'est handicapant. Si on ne peut rien toucher, on ne peut pas marcher? Ah, mais si on peut marcher, ça peut faire mal, qu'on appelle, c'est prurigineux, ça dit que ça démange, mais le sujet malade peut quand même vaquer à ses occupations si ce n'est pas une forme très grave qui invite, disons, qui amène le malade à l'hôpital. Alors, vous vaquez à ces occupations, là on va parler de mode de contamination. Est-ce que vaquer à ces occupations, il n'expose pas tout le monde? Oui, mais c'est ça le problème. Et j'ai fait exprès de dire qu'il va vaquer à ses occupations parce que pour lui, ça ne pose pas de problème. Il a des boutons, mais il peut aller en contact avec les autres. Or, c'est à ce moment-là qu'il va contaminer les sujets qui seront en contact avec lui, soit par les fluides corporels, notamment la sueur, les pustules même qui peuvent s'éclater, par la salive. Et donc, ce sont des éléments de contamination. Donc, c'est à ce moment qu'il va contaminer les personnes non infectées. Donc, quelqu'un qui a la variole du singe, qui est dans le bus, et puis il touche quelqu'un parce que c'est la promiscuité dans le bus, ou bien dans le woro-woro, il va contaminer l'autre. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà.
Alors, il C'est le postillonne, contact avec le sujet malade et qui entraîne la transmission de la maladie. Ah, parce qu'on aurait C'est le pu contact penser... avec la personne malade, mais ça va être le contact aussi avec les objets qu'il utilise, sa serviette, son éponge, sa chemise et tout cela qui sont infectés. Voilà. Mais une famille qui a un malade à la maison, elle peut soigner le malade? Oui, on peut soigner le malade à la maison. Le principe, c'est d'isoler le malade, de ne pas être en contact avec lui, être à peu près 1 à 2 mètres. Comme je l'ai dit, il peut transmettre par la toux, l'éternuement, il peut transmettre donc la maladie. Donc il faut être un peu loin de lui. Donc on vient, on peut lui donner à manger, mais il faut l'isoler. Voilà. Mais souvent, comme on sait que c'est difficile dans notre contrée, dans nos pays ou dans nos communautés plutôt, d'isoler les gens, on préfère que les sujets qui sont malades, qui présentent ces symptômes-là, viennent rapidement à l'hôpital pour être pris en charge, où on va les isoler pour éviter qu'ils contaminent leur environnement. En temps de contamination, combien de temps d'incubation? À peu près 2 semaines. C'est pratiquement la même chose que les autres maladies infectieuses. Voilà. Et on va présenter les symptômes au bout de 3 ou 4 jours. Les pustules vont donc, les boutons vont apparaître. Donc, quelqu'un qui est contaminé, donc sans le savoir, qui a peut-être mal à la tête et puis des courbatures, qui ne sait pas encore qu'il a la variole du singe, peut être contagieux? Il peut être contagieux, mais ce n'est pas tellement à cette phase qui contamine. C'est surtout quand il va voir apparaître les éruptions cutanées. Alors, on l'a entendu dans le reportage, et puis il y a un cas de décès en Côte d'Ivoire, mais je vous demande, la maladie est mortelle? Oui, la maladie est mortelle, je l'ai dit. En RDC, il y a plus de 500 décès. Donc la maladie, elle est mortelle. Mais seulement, nous avons... Il y a 2 types qu'on appelle de virus. Il y a un clade qui circule en RDC qui est beaucoup plus virulent que celui que nous avons ici. Mais la maladie, elle est mortelle. On a eu... Et surtout, des personnes qui vont présenter des formes graves avec risque de décès, ce sont des gens qui... soit sont immunodéprimés. Immunodéprimés, ça veut dire quoi? Dépressif? Non, immunodéprimés, ça veut dire que leur immunité est faible. Voilà, immunodéprimés, soit parce qu'ils utilisent des corticoïdes ou infectés par le VIH à un stade avancé. Voilà, ou ce sont des toxicomanes, par exemple, alcooliques. Donc, ceux malnutris, par exemple, ce sont des terrains sur lesquels la maladie peut être, qu'on appelle, grave. Alors, ici, dans la population, il y a beaucoup de cas de diabète. Oui. Est-ce que les diabétiques ont un terrain favorable au développement de la maladie? Oui, mais pas forcément favorable, mais ça veut dire que c'est un terrain qui peut être sur lequel il peut avoir des formes graves, parce que le diabétique, déjà, il est sujet à des infections. Donc, s'il fait, par exemple, la variole du singe, c'est fort probable qu'il fasse des surinfections graves et qui peut même entraîner le décès du malade. La tension, c'est la même chose? Non, la tension, non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Voilà. Alors, dans les populations, on parle de tension, diabète. On parle également des gens du 3e âge, des asthmatiques. Les asthmatiques, et puis des enfants. Jeunes, voilà, les enfants qui font aussi des formes graves. Les enfants aussi? Oui. Plus que les adultes? Oui, bon, parce que vous savez, les âges extrêmes sont des âges de fragilité. Oui. Voilà, chez l'enfant, tout jeune enfant de moins de 5 ans, il est plus fragile qu'un adulte de 20 ans ou 30 ans qui ferait la variole du singe. Et les personnes du 3e âge aussi sont plus vulnérables? Possible, voilà. C'est fort possible. Voilà. Donc, la solution, c'est une prise en charge précoce. La solution, c'est une prise en charge précoce. Et c'est ce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande à tous ceux qui sont malades, de venir rapidement à l'hôpital. Tout le personnel de santé est aujourd'hui formé à reconnaître la maladie et à prendre en charge la maladie à l'hôpital. D'accord. Voilà. Et aussi, ça permet aussi, en isolant le malade, d'interrompre la chaîne de transmission. Voilà, c'est ça qui est très important. Se limiter au seul cas pour ne pas qu'il y ait d'autres cas secondaires à partir de ce dernier. D'accord. Alors, fort heureusement, la majorité des cas, la guérison est en bout de compte. Mais on a le sentiment que c'est une maladie, on a tous eu la varicelle. Donc, ça rappelle un peu les boutons de la varicelle. Mais la variole, je ne connais pas trop. Mais je veux dire, ça ressemble plus à la varicelle ou bien c'est vraiment la variole d'une autre manière? C'est la variole.
La variole qu'on a connue, ça ressemble plus à la variole humaine qu'on a connue, contre laquelle on a mené des actions de vaccination et qui a été éradiquée en son temps, dans les années 80. D'accord. Alors, parce que la variole laisse des séquelles, quand la personne s'en sort vivante, bien sûr, sur la peau. Des séquelles, des cicatrices très visibles sur la peau. C'est le même cas pour la variole du singe? Oui, ils ont des cicatrices aussi à la fin, quand la maladie se termine. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de vaccination pour la variole. Et pour la variole du singe, est-ce qu'il y a une vaccination, il y a un vaccin? Oui. En fait, ceux qui ont été vaccinés au temps de la variole, au temps de l'éradication de la variole, ceux-là, ils ont encore une immunité contre la variole du singe. Il y a une immunité croisée. Mais tous ceux qui sont nés après, qui n'ont donc pas fait de vaccin, ceux-là, normalement, ils sont tous à risque de faire la maladie. Et donc, il existe 2 vaccins déjà qui existent et donc qui peuvent être utilisés pour protéger qu'on appelle les sujets à risque. D'accord. Donc, c'est le vaccin comme le Mpox. C'est disponible en Côte d'Ivoire? Non, il n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Ce vaccin n'est pas disponible dans nos pays. Et c'est pour cela que le CDC Africa a lancé l'urgence de santé publique de portée internationale et a demandé plus de 10 millions de doses pour qu'on puisse protéger les Africains qui sont à risque de faire la maladie. Donc le personnel médical, par exemple? Je crois, cette semaine, les premières doses, à peu près 10 000 doses en RDC. La Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a manifesté aussi l'intention d'avoir ce vaccin pour les Ivoiriens. Donc, nous attendons. Mais c'est pour protéger les populations ou bien le personnel exposé comme le personnel médical soignant? C'est d'abord, comme il n'y a pas beaucoup de vaccins, donc on va s'intéresser d'abord aux sujets qui sont les plus à risque, notamment les sujets contacts, ceux qui vont rentrer en contact avec un sujet malade. Il y a aussi le personnel de santé qui s'occupe des malades et le personnel du laboratoire. Voilà ceux-là qui seront certainement prioritaires lorsque on aura des vaccins, puisqu'ils sont les plus à risque de faire contracter la maladie. J'ai oublié mes cours de sciences nat. Le vaccin, il est curatif ou préventif? Il est préventif. Il est préventif. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui développe déjà la maladie ne peut pas se faire vacciner? Non, là, il fait déjà la maladie. Donc, ce n'est pas à lui qu'il faut faire le vaccin. C'est-à-dire que ça, c'est un vaccin préventif. Il y a des vaccins curatifs. Ça, c'est dans d'autres contextes. Voilà. Mais ici, c'est un vaccin qui est préventif. Donc, il faut donner à quelqu'un qui est à risque pour ne pas, même s'il rentre en contact, ne pas qu'il développe la maladie. D'accord. Alors, est-ce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est interdit de consommer de la viande de brousse? J'espère bien qu'on a bien compris, puisque le message est passé. Le ministère des Eaux et Forêts a fait passer ce message, qu'il est d'abord d'ailleurs qu'il faut rendre les animaux qui sont en captivité pour qu'ils puissent les surveiller. Voilà, donc je pense que le message est bien passé. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous demander? Donc, on ne doit plus consommer de viande de brousse en Côte d'Ivoire et vous espérez que le message normalement, est bien pour cette période, je pense que la précaution, c'est d'éviter d'abord de manipuler les animaux. Parce qu'avant de consommer l'animal, il faut le tuer, il faut le dépecer. C'est à ce stade-là qu'on va vraiment se contaminer. Voilà. Donc, il faut éviter de manipuler les animaux, surtout les animaux sauvages. Je précise bien les animaux sauvages, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame en disant peut-être il y a un animal de compagnie ou quoi qui est infecté. Donc, pour le moment, ce sont les animaux sauvages. Donc, il faut éviter de manipuler ces animaux sauvages. Quand on dit animaux sauvages, on parle de viande de brousse. Non, c'est les viandes de brousse, voilà. Surtout quand ces animaux sauvages-là sont trouvés morts ou malades qu'on appelle en brousse. D'accord. Alors, l'OMS a déclaré l'état d'urgence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les dispositions qui vont être prises et comment la Côte d'Ivoire s'implique? Voilà, lorsqu'on déclare l'état d'urgence, ça veut dire que tous les pays doivent savoir qu'il y a un risque qu'on appelle de transmission de la maladie. Voilà, comme vous l'avez constaté, à partir d'un foyer, un individu peut s'infecter et aller faire la maladie dans un autre pays. Et sur place, ils peuvent se développer un foyer secondaire. Voilà, à partir de ce seul cas, des gens qui vont venir en contact avec lui. Donc, c'est pour prendre les mesures, que les pays prennent des mesures de surveillance de la maladie. D'abord, c'est la surveillance de la maladie pour détecter, dès qu'il y a les premiers cas, qu'on puisse les détecter, les isoler et aussi donner des conseils
aux voyageurs, à la population, pour que les gens sachent comment se prévenir cette maladie. D'accord. Ça, c'est au niveau mondial. Ça, c'est au niveau mondial. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter? Puis est-ce qu'il y a une prise en charge? Oui, le ministère de la Santé dès l'annonce du premier cas, je crois que la première déclaration a eu lieu le 2 août, où le ministre, à la suite d'un comité de veille présidé par le ministre Pierre Demba, il y a un communiqué qui a été produit pour informer toute la population de l'existence de la variole du singe. Ensuite, la maladie a été déclarée à l'Organisation mondiale de la santé pour que tout le monde sache qu'on a quelques cas ici, mais que nous sommes en train de prendre des dispositions pour lutter contre cette maladie. Les équipes du ministère de la Santé sur le terrain ont été formées à la reconnaissance de la maladie et aussi au traitement de cas, l'isolement des cas, le suivi des sujets contacts. Et donc, tout ça a été largement diffusé au personnel de santé pour que nous soyons outillés aujourd'hui à prendre en charge ces cas. Alors, les cas qui arrivent à l'hôpital, qui sont hospitalisés, ils sont pris en charge gratuitement par le ministère de la Santé. D'accord. Alors, quand on regarde un peu, tout à l'heure, on a énuméré à l'entame de l'émission les différentes villes avec les différents cas. Oui. Si vous devez faire une approximation, une cartographie, ça veut dire quoi? Qu'en zone forestière, c'est beaucoup plus développé qu'en zone urbaine, par exemple? Bon, quand on fait la comptabilité, on voit qu'il y a eu 11 cas en milieu urbain, notamment à Abidjan et quelques villes que vous avez. Et puis, bon, il y a le reste du cas. Même quand on parle des villes de l'intérieur, en général, ce n'est pas dans la ville. À part, je crois, d'Aoukro, où on a eu le cas dans un quartier. Mais la plupart du temps, c'est des cas dans des villages un peu reculés. Et donc, c'est dans ces villages où on a des chasseurs, des fois des orpailleurs qui chassent. Et c'est là où on a ces cas-là. Voilà. Donc, on a des cas qu'on a eu à Abidjan dans certains quartiers et d'autres à l'intérieur du pays, surtout dans le milieu rural, où je crois qu'on a 22 cas au total en milieu rural. D'accord, mais ils sont tous sur la voie de la guérison? En tout cas, pour le moment, on n'a pas de cas grave. Pour le moment, on n'a pas de cas grave. Et le monsieur qui est décédé, pourquoi il est décédé? Ah oui, le cas, c'était un cas qui était un terrain un peu difficile. Et il était toxicomane, alcoolique. D'accord. Ce dont vous parliez. Probablement, voilà, VIH positif et tout. Donc, voilà, c'était un terrain débile. Voilà. Donc, il a fait la maladie, il en est décédé. Mais les autres cas que nous avons aujourd'hui, ce sont des cas qui sont pris en charge à l'hôpital. Il n'y a pas de complications majeures. Voilà. Ils sont surtout isolés pour éviter le contact avec les autres membres de la famille, des collègues, des amis, pour qu'il n'y ait pas de transmission de la maladie. Alors, le patient qui sera guéri donc, de la variole du singe, est-ce qu'il peut la contracter à nouveau? Normalement, c'est une maladie immunisante. Lorsque vous avez contracté la variole du singe, vous êtes immunisé après. D'accord. Alors, on a le sentiment, à vous écouter parler, que les mesures ressemblent un peu aux mesures barrières de Covid. Oui, pourquoi autant de similitudes? C'est des mesures d'hygiène. Mais pratiquement toutes les pathologies infectieuses il faut observer les mesures d'hygiène. Je disais comme ça que l'une des mesures que tout le monde devrait observer aujourd'hui, c'est se laver les mains à l'eau et au savon lorsque on est en contact qui peut être douteux. Voilà. Même un médecin qui finit de consulter un malade, même si vous avez utilisé des gants, après il faut se laver de l'eau, se laver les mains avec de l'eau et du savon. Je pense que ce sont des mesures classiques que nous devons tous observer. Et je pense que ça va nous permettre d'éviter plusieurs maladies infectieuses, même pas seulement la variole du singe, mais le choléra, les maladies diarrhéiques et autres, même les maladies à transmission aérienne. Et on sait que quand on éternue, on utilise les mouchoirs, après il faut se laver les mains. Donc c'est toujours les mêmes mesures qu'on demande d'observer. Ici, par exemple, je dis que le malade, il peut tousser et éternuer et qu'il pourrait avoir le virus dans l'air. Donc, si c'est le cas, on demande au malade de se protéger, d'utiliser les mesures qu'on appelle les mesures d'hygiène. Voilà, en utilisant un mouchoir au moment où il est en train de tousser ou d'éternuer, après jeter dans une poubelle, plutôt qu'on appelle incinérer même
le mouchoir là, pour ne pas que ça soit contaminant pour les autres. Est-ce qu'il y a une surveillance épidémiologique aux frontières de la Côte d'Ivoire? Il y a une surveillance sur l'ensemble du territoire. Il y a une surveillance sur l'ensemble du territoire. Et il y a aussi, on a des équipes dans toutes les frontières, à l'aéroport, où on surveille la température. Même depuis la Covid, nous avons des caméras qui surveillent de façon systématique la température des gens qui rentrent en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les passagers ne se rendent pas compte, mais on a toujours un personnel qui est là et qui surveille la température de tous ceux qui arrivent. Et donc, si vous avez une augmentation de la température, par exemple, en passant à l'aéroport, on va vous prier d'aller dans notre centre de prise en charge pour qu'on vous mette en observation. Alors, quel est l'appel que vous souhaiteriez lancer? Nous sommes en fin d'émission aux populations. Bon, l'appel, c'est d'abord lancer l'appel aux malades. Donc, si vous avez la fièvre, vous avez les symptômes que j'ai décrits, les boutons qui surviennent, très rapidement, il faut aller à l'hôpital pour que vous soyez pris en charge. La deuxième chose, c'est que si vous savez que vous êtes malade, que vous devez tousser, il faut tousser dans un mouchoir et donc observer les mesures d'hygiène dans ce sens. Le message va aussi à l'endroit du personnel médical. Lorsque vous prenez en charge un malade, il faut aussi observer les mesures de précaution, c'est-à-dire les mesures barrières, notamment porter les gants et aussi porter les équipements de protection individuels. Ça, c'est vraiment recommandé. Et chaque fois qu'on a touché le malade, il faut se laver les mains avec de l'eau et qu'on appelle du savon. Maintenant, la population générale, la famille, et tous ceux qui peuvent rentrer, il faut éviter le contact avec le malade. Comme on l'a dit, le malade, il doit être isolé. Donc, il faut éviter le contact avec le malade. Souvent, le malade, il est isolé à domicile. Mais s'il est isolé à domicile parce que c'est un cas qui n'est pas trop grave, en ce moment, il faut que la famille soit suffisamment sensibilisée qu'on ne doit pas être en contact étroit avec lui. Voilà. Il y a la douche, il y a les habits qu'il faut laver. Non, en général, il faut désinfecter. Voilà, il faut désinfecter. Et nous sommes, partout où il y a des cas, nous avons une équipe de désinfection qui donne des conseils donc, de désinfection. On guérit en combien de temps? Au bout d'un mois, on peut guérir. Voilà. Mais on garde des séquelles. Je vais continuer avec les messages parce que rappelez encore les messages à tout le monde que... On est hors temps, mais allez-y. Voilà, les animaux morts ou malades, disons les animaux sauvages, il faut les éviter. Il faut éviter de consommer ces animaux, de les manipuler. Et aussi éviter les fluides du malade. C'est-à-dire que les croûtes, dans les vésicules, l'eau qui se trouve dans les vésicules, les pus qui se trouvent donc dans les boutons, il faut les éviter. La toux du malade, tout ça, là, il faut éviter parce que ça peut transmettre la maladie. Donc, éviter vraiment le contact avec le malade. Et se laver toujours, je vais terminer sur ça, se laver toujours les mains avec de l'eau et du savon. Mais si le malade éternue et que l'éternuement vient tomber sur l'épaule, on fait comment? Mais c'est que vous avez, qu'on appelle, vous n'avez pas pris les précautions, on vous dit d'être à 2 mètres au moins de distance. Très bien. C'est que vous-même vous êtes rapproché, vous avez été imprudent. D'accord. Voici qui est clair. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous recevions le professeur Ekra Kwadio Daniel, directeur général de l'INHP, qui est donc l'Institut national d'hygiène publique, et coordonnateur du Centre des opérations d'urgence. Et nous parlions de la variole du singe. Quelle disposition? Merci infiniment. Merci, madame. Madame, monsieur, bonsoir. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Dieu nous garde.